Le jour où j'ai signé les papiers du notaire était le même jour où j'ai découvert que mon propre fils tentait de me voler ma terre, mais ce n'est pas comme ça que cette histoire commence. Abonnez-vous maintenant, s'il vous plaît. Cette histoire va vous montrer pourquoi une grand-mère de 67 ans peut être plus redoutable qu'un PDG de multinationale. Vous allez comprendre pourquoi parfois, le silence est l'arme la plus puissante. Appuyez sur cette cloche, parce que ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir la famille, la terre et la justice. Laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, par un matin de novembre où le givre recouvrait mes vignes comme un linceul. Pierre venait de mourir depuis 6 semaines, et je me tenais dans notre cuisine, regardant par la fenêtre les rangées parfaites qu'il avait plantées de ses propres mains 40 ans plus tôt. L'odeur du café se mêlait encore à son absence, comme si les murs avaient gardé la mémoire de nos matins partagés. Mon fils Thomas arriva ce jour-là avec sa femme Isabelle, leur valise Vuitton contrastant étrangement avec la simplicité rustique de ma ferme. Ils portaient ces sourires que je reconnaissais maintenant, trop larges, trop calculés, comme ces représentants qui viennent vendre des assurances aux veuves. Maman, dit Thomas en posant ses mains sur mes épaules avec cette fausse tendresse que j'avais appris à décoder, nous devons parler de ton avenir. Son avenir. Pas le mien. Le sien. Cette nuance dans le langage, Pierre me l'avait apprise. Écoute les mots qu'ils ne disent pas, Marguerite. C'est là que se cache la vérité. Isabelle examina ma cuisine comme on inspecte un bien immobilier, ses ongles parfaits tapotant contre sa tasse de porcelaine. C'est beaucoup trop grand pour une personne seule, murmura-t-elle, assez fort pour que je l'entende, assez bas pour prétendre que ce n'était pas intentionnel. Ce premier matin, je n'ai rien dit. J'ai servi le café dans les tasses que Pierre et moi utilisions depuis notre mariage, j'ai coupé le pain que je faisais chaque dimanche, et j'ai écouté. Oh, comme j'ai écouté. Thomas parlait de soulagement et de responsabilité. Isabelle mentionnait des opportunités et des simplifications. Aucun d'eux ne prononça le mot héritage, mais il flottait dans l'air comme l'odeur de fumier au printemps, omniprésent et impossible à ignorer. Nous avons trouvé une résidence senior magnifique à Bordeaux, annonça Isabelle en sortant une brochure colorée de son sac Hermès. Piscine, activités, soins médicaux sur place. Tu ne serais plus seule. Je tournai la brochure entre mes mains, sentant le papier glacé sous mes doigts calleux. Sur la couverture, une femme de mon âge souriait devant un bâtiment moderne, entourée d'autres retraités aux cheveux argentés et aux vêtements impeccables. Elle avait l'air heureuse. Elle avait surtout l'air domestiquée. « C'est généreux de votre part, répondis-je simplement. Mais j'ai mes vignes. » Thomas échangea un regard avec Isabelle. Un de ces regards maritaux que je connaissais bien, celui qui dit « c'est ton tour de jouer la carte émotionnelle ». « Maman », la voix d'Isabelle se fit plus douce, plus maternelle, « papa n'est plus là pour t'aider. Cette ferme, c'est énorme. Les vendanges, l'entretien, les paperasses. Tu as déjà 67 ans. 67 ans. Comme si c'était un diagnostic terminal. Comme si mes mains avaient oublié comment tailler une vigne ou mes yeux avaient cessé de reconnaître les signes de la maladie sur les feuilles. Ce soir-là, après leur départ pour leur hôtel au village, trop fatigué pour la route, tu comprends, je suis resté debout dans mon salon, entouré des meubles que Pierre et moi avions achetés pièce par pièce, économie par économie. Le fauteuil où il lisait ses revues agricoles, la bibliothèque remplie de ses livres sur la viticulture, la table basse marquée par des décennies de tasses de café et de discussions sur les prochaines plantations. J'ai ouvert le secrétaire où Pierre rangeait nos papiers importants. Nos actes de propriété, nos contrats d'assurance, nos testaments. Tout était là, soigneusement classé dans des chemises cartonnées étiquetées de son écriture méticuleuse. Marguerite, avait-il écrit sur une enveloppe scellée, à n'ouvrir qu'en cas de besoin. Le besoin. Il était là, assis dans mon salon avec des valises de luxe et des sourires calculateurs.
Les semaines suivantes s'installèrent dans une routine étrange. Thomas et Isabelle prolongèrent leur visite indéfiniment, transformant ma chambre d'amis en quartier général. Chaque matin, je les entendais chuchoter derrière la porte close, leur voix portant cette urgence feutrée des conspirateurs. Isabelle prit l'habitude de répondre au téléphone à ma place. « Oh, Marguerite se repose », disait-elle à mes voisins, à mon notaire, Homer. À son âge, vous comprenez. Cette phrase revenait comme un refrain. À son âge. Comme si mes 67 ans m'avaient soudainement privé de mes facultés mentales. Thomas, lui, passait ses journées dans le bureau de Pierre, étalé devant l'ordinateur que mon mari utilisait pour gérer les comptes de la ferme. « Je me familiarise avec tes affaires, maman, m'expliqua-t-il quand je le surpris consultant nos relevés bancaires. Pour t'aider. L'aide. Ce mot prenait une saveur de plus en plus amère dans ma bouche. Un matin, je découvris qu'Isabelle avait réorganisé ma cuisine. C'est plus pratique comme ça, dit-elle en voyant mon expression. Mes épices étaient dans de nouveaux bocaux, mes casseroles avaient changé de placard, mes couteaux, ceux que Pierre m'avait offerts pour nos 20 ans de mariage, avaient été rangés dans un tiroir du bas. À ton âge, il vaut mieux éviter les lames trop hautes. Cette nuit-là, dans le silence de ma chambre, j'ouvris l'enveloppe de Pierre. Sa lettre était courte, écrite de cette écriture ferme que je connaissais par cœur. Ma Marguerite, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un essaie de prendre ce qui nous appartient. Souviens-toi, cette terre ne nous a jamais appartenu. Nous en étions les gardiens. Fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. Les papiers sont dans le coffre de la banque. Le code, tu le connais. Notre anniversaire de mariage. Je t'aime. Pierre. Notre anniversaire de mariage. Le 15 septembre 1978. J'ai souri dans l'obscurité. Même mort, Pierre continuait de prendre soin de moi. Le lendemain, pendant que Thomas et Isabelle étaient partis faire des courses au village, traduction, planifier mon avenir dans mon dos, je suis allé voir Marie, ma voisine depuis 40 ans. Marie qui connaissait tous les secrets de la vallée, Marie qui voyait tout derrière ses rideaux en dentelle. « Marguerite, me dit-elle en versant le thé dans ses tasses en porcelaine de Limoges, il faut que tu saches quelque chose. » Sa voix avait cette gravité particulière qu'elle prenait pour les nouvelles importantes. Marie ne dramatisait jamais. Quand elle parlait sérieusement, il fallait écouter. Thomas est venu me voir la semaine dernière. Il m'a dit que tu avais décidé de vendre la ferme, que tu étais fatigué, que tu voulais te retirer. Il m'a demandé si je connaissais des acheteurs potentiels. Le thé devint amer dans ma bouche. Il a dit ça? Il m'a montré des papiers, des estimations immobilières. Il m'a dit que tu étais d'accord, que c'était ta décision, mais que tu étais trop émotionnel pour en parler directement. Marie posa sa tasse et me regarda droit dans les yeux. Marguerite, cette ferme, c'est ta vie. Pierre et toi, vous avez tout construit de vos mains. Je n'ai jamais cru une seconde que tu voulais vendre. En rentrant chez moi, j'observais ma maison avec des yeux nouveaux. Les meubles légèrement déplacés, les papiers sur le bureau de Pierre maintenant rangés différemment, l'ordinateur restait allumé alors que Pierre l'éteignait toujours religieusement. Les indices étaient là depuis le début. Je les avais vus sans les voir, comme on ignore les signaux d'alarme qu'on ne veut pas entendre. Ce soir-là, pendant que Thomas et Isabelle regardaient la télévision, je prétextais une migraine pour me retirer dans ma chambre. Mais au lieu de dormir, je me glissais silencieusement dans le bureau de Pierre. L'ordinateur était encore ouvert, un document affiché à l'écran. Procuration générale, Marguerite Dubois. Mon cœur s'arrêta. Le document était presque terminé, n'attendant que ma signature. Il donnait à Thomas tous les pouvoirs sur mes biens, mes comptes bancaires, mes décisions médicales. En bas de la page, une note manuscrite de sa part.
Maman signe demain. Docteur Moreau confirme début de sénilité. Procédure accélérée possible. Début de sénilité. Le docteur Moreau, que je connaissais depuis 20 ans, qui m'avait suivi pendant ma grossesse difficile avec Thomas, qui avait soigné Pierre pendant sa dernière maladie. Il n'avait jamais mentionné de problème cognitif lors de mes dernières visites. Je continuais à fouiller dans les documents ouverts. Des mails échangés avec un promoteur immobilier. Des plans de lotissement pour transformer mes vignes en résidence secondaire. Des calculs de plus-value. Et là, au milieu de ces projections financières, une phrase qui me glaça le sang. Une fois la procédure médicale en place, la vente peut se faire rapidement. L'âge et l'isolement jouent en notre faveur. L'âge et l'isolement. Mes prétendues faiblesses transformées en opportunités commerciales. Le lendemain matin, Thomas m'annonça qu'il avait pris rendez-vous avec le docteur Moreau. Un petit bilan, maman. À ton âge, c'est prudent. Isabelle hocha la tête avec cette expression de fausse bienveillance que je commençais à haïr. Bien sûr, répondis-je calmement. Il faut prendre soin de sa santé. Mais au lieu d'aller chez le médecin, je me rendis directement à la banque. Le coffre de Pierre contenait plus que des papiers. Il contenait 40 ans de prévoyance, de méfiance héritée de son père qui avait perdu ses terres pendant la guerre à cause d'un ami de la famille. Les vrais actes de propriété étaient là, ainsi qu'un testament que Thomas n'avait jamais vu. Un testament qui léguait la ferme non pas à lui, mais à une fondation que Pierre et moi avions créée secrètement 10 ans plus tôt. Une fondation destinée à aider les jeunes agriculteurs à s'installer, à préserver les terres cultivables, à transmettre les savoir-faire traditionnels. Pierre avait tout prévu, même ma solitude, même la trahison de notre fils. Cet après-midi-là, pendant que Thomas fulminait contre mon absence au rendez-vous médical, irresponsable, inquiétant, symptomatique, je contactai Maître Durand, notre notaire. Un homme de la vieille école, qui avait connu mon père, qui respectait la terre et ceux qui la travaillaient. Marguerite, me dit-il après avoir écouté mon récit, Pierre m'avait prévenu que ce jour pourrait arriver. Tout est prêt. Il suffit de signer. Le soir même, Thomas et Isabelle organisèrent ce qu'ils appelèrent un conseil de famille. Ils s'assirent face à moi dans mon propre salon, avec leurs chemises de documents et leurs expressions graves. « Maman, commença Thomas, nous devons parler sérieusement. Ton absence chez le médecin aujourd'hui nous inquiète. Isabelle et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps de prendre des mesures. » Il poussa vers moi une liasse de papier. La procuration. L'acte de vente. Une demande d'internement volontaire dans la résidence de Bordeaux. Tout était là, soigneusement préparé, n'attendant que ma signature résignée. C'est pour ton bien, ajouta Isabelle. À ton âge, avec ta santé fragile, tu ne peux plus gérer seule. Ma santé fragile. J'avais travaillé 12 heures par jour jusqu'à la semaine dernière. J'avais conduit mon tracteur, taillé mes vignes, porté des sacs de 50 kilos. Mais j'étais devenu fragile du jour au lendemain, pratique pour leur projet. Je comprends vos inquiétudes, répondis-je en feuilletant les documents. Ma voix était calme, posée, celle d'une femme qui a pris sa décision. Vous avez raison. Il est temps de régulariser ma situation. Thomas sourit. Isabelle sourit. Il pensait avoir gagné. Mais avant de signer quoi que ce soit, continuai-je, j'aimerais vous montrer quelque chose. Je sortis de mon secrétaire les vrais papiers. Les actes de propriété originaux. Le testament de Pierre. Les statuts de la fondation. Et surtout, les relevés bancaires montrant les virements non autorisés effectués depuis le compte de la ferme vers leur compte personnel. 3 000 € par mois depuis 6 mois. 18 000 € détournés. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'horloge de Pierre égrenait les secondes comme un métronome. Dehors,
Le vent faisait gémir les branches des chênes centenaires que mon arrière-grand-père avait plantés. Tu nous espionnais? La voix de Thomas était devenue aiguë, comme quand il était petit et qu'on le prenait en faute. Je protégeais ce qui m'appartient, répondis-je. Comme Pierre me l'a appris. Isabelle avait pâli. Ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tasse de café. Marguerite, il y a un malentendu. Ces virements, c'était pour les frais de la ferme. Pour t'aider. Pour m'aider à quoi? À financer vos vacances aux Maldives? À payer vos costumes sur mesure? À acheter cette montre Rolex que tu portes, Thomas? Mon fils regarda son poignet comme si la montre allait disparaître. Maman, tu ne comprends pas. Ces investissements, c'est pour la famille. Pour préserver le patrimoine. Quel patrimoine? Vous voulez transformer mes vignes en parking de résidence secondaire. Cette fois, il n'y eut plus de déni possible. Les preuves étaient là, étalées sur la table basse entre nous. Les mais, les contrats préliminaires, les évaluations foncières. Tout le plan minutieusement orchestré pour me dépouiller légalement. Tu nous dois bien ça, finit par dire Thomas, et pour la première fois, je vis son vrai visage. Plus de fausse tendresse, plus de sourire calculé. Juste la colère froide d'un homme qui voit son héritage lui échapper. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi. Je me levai, et malgré mes 67 ans, je me sentis grandir. Vous voulez dire mentir à mes voisins? Falsifier mon état de santé? Voler dans mes comptes? Programmer ma mise sous tutelle? Isabelle tenta une dernière manœuvre. Marguerite, sois raisonnable. Tu ne peux pas vivre seule indéfiniment. Que se passerait-il si tu tombais malade? Si tu avais un accident? Ce qui se passerait, Isabelle, c'est que des gens qui respectent cette terre s'en occuperaient. Pas des vautours qui la voient comme un placement financier. Cette nuit-là, ils firent leurs valises. Pas de grands discours, pas de réconciliation théâtrale. Juste le bruit sec des fermetures éclairs et le claquement des talons d'Isabelle sur le carrelage de ma cuisine. Avant de partir, Thomas se retourna une dernière fois. Tu le regretteras, maman. Quand tu seras vraiment seule, quand tu auras vraiment besoin d'aide, ne compte pas sur nous. Je n'y comptais déjà plus, répondis-je simplement. Le lendemain matin, Maître Durand arriva avec les papiers définitifs. La Fondation Pierre et Marguerite Dubois était officiellement créée. La ferme lui était léguée, avec mission de former de jeunes agriculteurs, de préserver les méthodes traditionnelles et de maintenir les terres en culture. Vous êtes sûre, Marguerite? Me demanda le notaire. Une fois ces papiers signés, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Votre fils n'héritera de rien. Mon fils a déjà eu son héritage, répondis-je en signant. Je lui ai donné la vie, l'éducation, l'amour. Ce qu'il en a fait, c'est son choix. Les semaines qui suivirent furent d'une tranquillité que je n'avais pas connue depuis la mort de Pierre. Mes matins retrouvèrent leur rythme naturel. Café à 6 heures, tour des vignes à 6h30, petit déjeuner avec le soleil levant. Pas de chuchotement derrière les portes, pas de regard calculateur, pas de fausse sollicitude. Marie venait prendre le thé tous les jeudis. « Tu as bien fait » me répétait-elle. Pierre serait fier. Au printemps, les premiers boursiers arrivèrent. 3 jeunes, sortis d'écoles agricoles, pleins d'idéaux et de projets. Ils regardaient mes vignes avec respect, mes outils avec curiosité, mes explications avec attention. Ils m'appelaient Madame Dubois et ne parlaient jamais de mon âge. Lucas, 24 ans, spécialisé en viticulture bio. Emma, 22 ans, passionnée de permaculture. Antoine, 26 ans, expert en vinification traditionnelle. Ils transformèrent ma grange en laboratoire, mes champs en terrain d'expérimentation, ma solitude en collaboration.
Comment avez-vous su que c'était la bonne décision? Me demanda Emma un soir, alors que nous regardions les vignes nouvellement plantées. Mon mari disait toujours, plante ce qui te survivra. Thomas voulait récolter ce qu'il n'avait pas semé. Vous semez pour les générations futures. 1 an plus tard, Thomas revint. Seul. Isabelle était restée à Paris, dans leur appartement financé par mes économies détournées. Il avait maigri, ses cheveux avaient grisonné, ses costumes sur mesure flottaient maintenant sur ses épaules. Maman, dit-il en se tenant debout devant ma porte, nous devons parler. Entre, répondis-je simplement. Le café est chaud. Il s'assit dans le fauteuil de pierre, et pendant un moment, je retrouvai le petit garçon qui venait se réfugier dans nos bras après un cauchemar. Mais ce temps était révolu. Les cauchemars, maintenant, c'était lui qui les créait. Je me suis trompé, commença-t-il. J'ai pensé que tu avais besoin. Tu as pensé que j'étais devenu un fardeau. Une vieille femme isolée dont on pouvait disposer facilement. Il baissa les yeux. J'avais des dettes. Isabelle voulait cette maison à Neuilly. Les enfants sont en école privée. Tu as cru que mes 40 années de labeur t'étaient dues. Que cette terre était un compte en banque à ton nom. Je regrette, maman. Sincèrement. Je versai le café dans sa tasse préférée, celle que je gardais toujours pour lui malgré tout. Parce qu'on n'efface pas 38 ans d'amour maternel d'un coup de rancune. Les regrets, Thomas, ça ne fait pas pousser les vignes. Ça ne rend pas la confiance trahie. Ça ne répare pas les mensonges. Il pleura. Mon fils de 38 ans plaira devant moi comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Et malgré la douleur, malgré la trahison, mon cœur de mère saigna. Que veux-tu de moi? Demandai-je finalement. Une chance. Une seule chance de me racheter. Je me levai et alla chercher dans la remise la vieille pelle de pierre. Celle avec laquelle il avait creusé le premier CEP de vigne de notre propriété. Je la posai devant Thomas. Cette terre a nourri 4 générations de notre famille. Elle peut en nourrir une 5e. Mais pas en patrimoine. En travail. Si tu veux une part de cette ferme, gagne-la. Reste ici. Apprends. Travaille avec les boursiers. Montre-moi que tu comprends ce que représente vraiment cette terre. Thomas regarda la pelle comme si c'était un serpent. Ses mains de banquier, douces et blanches, se crispèrent. Je ne peux pas, maman. Ma vie est à Paris. Mon travail, ma famille. Alors ta vie n'est pas ici. Et cette terre non plus. Il repartit le soir même. Sans colère cette fois. Juste avec la tristesse de celui qui comprend enfin ce qu'il a perdu et qu'il est trop tard pour le récupérer. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, la Fondation Pierre et Marguerite Dubois forme 12 jeunes agriculteurs par an. Mes vignes n'ont jamais été aussi belles, mes récoltes jamais aussi abondantes. Les étudiants m'appellent grand-mère Marguerite et viennent chercher mes conseils comme on consulte un oracle. Le matin, quand je bois mon café devant la fenêtre de ma cuisine, je vois leurs silhouettes penchées sur les ceps, leurs gestes patients et précis, leur respect pour cette terre qui les nourrit. C'est ça, l'héritage que Pierre voulait que je laisse. Pas de l'argent, pas des biens, du savoir, de l'amour pour la terre, du respect pour ce qui nous survivra. Thomas n'est jamais revenu. Isabelle a demandé le divorce, gardant l'appartement et la moitié des biens. Il vit maintenant dans un studio, travaille pour une banque régionale, élève seul ses enfants 1 semaine sur 2. Marie me donne parfois de ses nouvelles. Il a l'air fatigué, dit-elle. Vieilli. Les petits-enfants que je n'ai jamais vraiment connus m'envoient parfois des dessins. Des maisons avec de la fumée qui sort des cheminées, des arbres avec des pommes rouges, des bonhommes qui sourient. Ils signent pour Mamie Marguerite et j'accroche leurs œuvres sur le réfrigérateur à côté des photos des étudiants et de leur première récolte.
Le soir, quand le soleil se couche derrière les collines et que les vignes prennent cette couleur dorée que Pierre aimait tant, je m'assois sur notre banc devant la maison. Celui qu'il avait construit pour nos 40 ans de mariage, orienté pour voir le lever et le coucher du soleil. Je ne suis plus seule, mais je ne suis pas moins forte. J'ai appris qu'on peut pardonner sans oublier, comprendre sans excuser, aimer sans se laisser détruire. J'ai appris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on transmet. Dans quelques années, quand mes mains seront trop faibles pour tenir la serpette, quand mes jambes refuseront de me porter dans les vignes, je partirai sereinement. Parce que cette terre continuera de vivre, de nourrir, d'enseigner. Parce que quelque part, des jeunes gens planteront des cèpes en pensant à mes leçons. Parce que l'histoire continuera sans moi, mais avec ce que j'aurai semé. Pierre avait raison. Il faut planter ce qui nous survit. Pas des projets immobiliers. Pas des comptes en banque. Pas même des enfants ingrats. Mais des valeurs. Du respect. De l'amour pour la terre et pour ceux qui la travaillent. Ma récolte à moi, elle pousse chaque jour un peu plus. Dans les gestes précis de Lucas qui taille maintenant ses vignes comme Pierre me l'avait enseigné. Dans les questions intelligentes d'Emma qui comprend que chaque parcelle a son caractère. Dans la passion d'Antoine qui vinifie comme s'il composait une symphonie. Et parfois, très tard le soir, quand le silence est si profond qu'on entend les vignes respirer, je sens la présence de Pierre à côté de moi. Pas un fantôme. Juste la certitude qui l'approuve. Que nous avons bien fait. Que notre amour pour cette terre lui survivra, comme il nous survivra. C'est ça, le vrai testament d'une vie. Pas ce qu'on laisse en mourant, mais ce qui continue de pousser après nous. Thomas a voulu hériter d'un bien. Il aurait pu hériter d'un savoir. Il a choisi le premier et perdu les deux. Moi, je n'ai rien perdu. J'ai tout transformé. Et chaque matin, quand je vois mes étudiants partir vers les vignes avec leurs outils et leurs rêves, je sais que Pierre sourit quelque part dans cette terre qu'il a tant aimée. La justice, parfois, elle ne vient pas des tribunaux. Elle vient du temps qui passe et des graines qu'on plante. Elle vient de savoir dire non quand il faut et de savoir donner quand c'est juste. Elle vient de comprendre que la vraie richesse, c'est ce qu'on sème, pas ce qu'on récolte. Mes 69 ans aujourd'hui sont plus riches que mes 40 ans d'hier. Parce que j'ai choisi l'essentiel. Parce que j'ai refusé de me laisser réduire à mon âge, à ma solitude, à ma prétendue fragilité. Parce que j'ai compris que vieillir, ce n'est pas s'affaiblir. C'est distiller l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette terre qui respire sous mes pieds, ces vignes qui murmurent dans le vent, ces jeunes visages penchés sur l'avenir. C'est cette continuité qui nous dépasse et nous porte. C'est cette leçon que Pierre m'a laissée et que je transmets à mon tour. On ne possède jamais la terre. On la garde juste le temps d'une vie pour la donner à ceux qui sauront l'aimer après nous.